Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous avons trouvé cette position issue d'une partie jouée en Inde en 1992 entre les dénommés Ravi et Ravi. C'est pas une blague, ils s'appellent comme ça tous les deux. Le trait est au blanc et nous vous invitons à être les plus complets possibles dans votre recherche de solutions. C'est-à-dire que vous allez peut-être facilement trouver le premier coup, mais essayez d'être vraiment les plus complets possibles. Essayez de pousser au maximum votre analyse avant de remettre en lecture la vidéo et de comparer vos trouvailles avec la solution qui a été jouée dans la partie de façon assez surprenante et impressionnante surtout. Oui, tu fais bien de préciser qu'il faut faire preuve de précision ici et ne rien oublier parce que la situation est extrêmement tendue. Les Noirs ont une dame face à deux tours, une dame et un pion face à deux tours. Il y a un pion de plus pour les Noirs, même si ce n'est pas le critère principal ici, il faut quand même le signaler. Qu'est-ce que l'on peut dire et qui saute aux yeux? On voit le vis-à-vis entre la dame H2 et la tour F2. Donc, on voit que le fou G2 est prêt à s'enlever et faire une découverte de façon à attaquer la dame en H2. On voit que le fou F5 est aussi dans le viseur de cette tour F2 et il est même prenable, hein, il est en l'air pour l'instant. Alors bien sûr, les Noirs pourraient se venger sur le fou G2 qui se retrouverait sans protection. Le roi noir peut être exposé puisque la tour en E8 est relativement active et il peut faire des échecs, donc, notamment sur E7 où elle contrôle déjà la 8e rangée. Mais la dame noire peut aussi s'en prendre au roi blanc et essayer de chercher notamment un échec perpétuel ou en tout cas embêter les blancs, surtout si une de leurs pièces se retrouve sans protection. La dame est assez forte dans ce genre de situation pour faire des doubles attaques, un échec et attaquer une pièce en même temps. Donc la situation est un peu décousue et il faut faire attention, on marche sur des œufs. Donc on l'a dit, le truc qui semble assez intéressant pour les blancs, c'est ce vis-à-vis entre la tour F2 et la dame H2. Et donc, il faut trouver comment fabriquer la position qui permette au fou G2 de se retirer en faisant une menace importante de façon à poser des problèmes graves au noir. Et le coup qu'il faut envisager ici, c'est le coup tour G8. Alors, on met notre tour en prise, mais en fait pas vraiment, puisque évidemment sur prise, le roi passe par une case blanche, et donc le fou peut se retirer en faisant un échec en D5, et ensuite les blancs capturent la dame. Donc tour G8 n'est pas vraiment un sacrifice, c'est vraiment un coup qui doit venir à l'esprit, et j'ai aucun doute sur le fait que vous avez été nombreux à trouver ce premier coup. Mais comme l'a dit Laurent, ce n'est que le premier coup. Oui, c'est ça. C'est une attraction finalement relativement courante et relativement classique. Ouais. Et si ça s'était arrêté là, on n'aurait probablement pas proposé cette tactique en exercice parce qu'on sait que nos followers sont beaucoup plus forts que ça et il faut leur donner du grain à moudre. Donc, qu'est-ce qui se passe sur les autres possibilités pour les noirs, pour le roi noir? Le coup de la partie, c'est roi H7, c'est la meilleure défense, en tout cas la défense la plus résistante. Évidemment, on peut facilement éliminer roi F7 qui est même encore pire que roi prend G8. Dans tous les cas, c'est fou des 5 échecs. Et on peut également éliminer roi F6, tout simplement parce que le roi passe sur la même colonne que la tour F2, le fou F5 est cloué, et ce fou, on peut le gagner de différentes façons. On pourrait penser à tour F8 échec, suivi de tour prend F5, ou bien on pourrait penser aussi à fou E4, qui permettrait simultanément d'attaquer la dame et de multiplier les attaques vers le fou F5 et la partie serait rapidement terminée. Donc Romu, qu'est-ce qui va se passer après roi H7 qui finalement est la bonne défense? Alors, après roi H7, là ça devient encore plus chaud puisque on voit que notre tour est attaqué, le fou F5 est attaqué, enfin on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont en l'air et donc il ne va pas falloir se perdre dans les complications. Mais l'intérêt d'avoir joué tour G8, c'est d'avoir provoqué roi H7, et roi H7, H7 en tout cas, c'est une case blanche.
Donc le fou G2 doit se frotter les mains et intervenir relativement vite. Et en fait, vite, c'est maintenant, en jouant le coup fou E4. Donc on l'a dit tout à l'heure, on exploite le vis-à-vis entre la tour F2 et la dame H2, et l'idée est chaque fois de bouger le fou en faisant une menace. Donc tout à l'heure c'était un échec, là en jouant fou E4, on attaque tout simplement le fou F5. Oui, ce qu'on peut remarquer aussi par la même occasion, c'est que la tour G8 n'a pas servi plutôt qu'à attirer le roi sur G2, elle contrôle aussi la colonne G, et ça signifie que les noirs n'ont même pas un échec à leur disposition pour essayer de créer du contre-jeu. Il n'y a pas dame G1 échec par exemple. Ça a l'air d'être un petit truc, mais finalement, si dame G1 était permis, les noirs pourraient s'en sortir sans trop de dommages probablement. Oui, tout à fait. C'est important, on l'a dit tout à l'heure en préambule, mais quand vous faites face à une dame, de faire attention parce que la dame peut naviguer facilement d'un côté à l'autre de l'échiquier et peut attaquer beaucoup de choses simultanément. Donc il est important de bien la maîtriser, de contrôler toutes les cases critiques, et G1 en fait partie ici, donc c'est effectivement important d'avoir la tour sur G8. Ok, alors donc, là, ici il y a pas mal de possibilités. Ouais, on est très menacé, je vais essayer de faire l'avocat du diable et de trouver toutes les défenses possibles, donc clairement je dois déplacer madame. La première idée qui pourrait nous venir à l'esprit, c'est de se demander si on ne pourrait pas tout simplement la donner, en se disant si je prends sur F2 puis sur E4, je continue d'attaquer la tour sur G8, j'attaque le pion D3 et je vais peut-être m'en sortir dans cette finale. Oui, c'est toujours quelque chose qu'il faut regarder, mais malheureusement pour les noirs, la tour blanche est capable d'attaquer pas mal de pions noirs, et donc après tour C8, par exemple, c'est pas le seul coup, mais disons que c'est certainement le plus précis, on attaque C5 et on attaque le fou E4, donc le fou doit partir, donc tant qu'à faire en prenant le pion D3, mais les blancs prennent le pion C5, et cette position doit pas représenter trop de problèmes à être converti en gain, puisqu'on attaque déjà le pion A5, on peut s'en prendre au pion D4 aussi, il y a le pion B7 aussi avec tour C7 échec. Bon, on sent que ça ne va pas être trop difficile de gagner cette position, surtout il y a le pion C qui peut s'avancer très rapidement, et on imagine bien que les blancs vont gagner sans trop de difficulté. Ouais, exactement. Ok, alors, puisque je ne peux pas rendre la dame, eh bien, je vais la garder, tant pis pour toi. Est-ce qu'on pourrait envisager de la reculer tout bêtement sur D6 en se disant pour l'instant notre fou sur F5 n'est pas prenable, tout bêtement parce que la tour G8 reste en prise? Oui, alors c'est une tentative normale bien sûr. Alors tout à l'heure on a vanté les mérites de la tour en G8 qui contrôlait la case G1. Elle a un autre atout, cette tour, c'est qu'elle coince le roi noir sur la colonne H. Elle coupe le roi, donc elle contrôle parfaitement la colonne G, et on voit que ce roi en H7 commence à manquer d'air, puisqu'il n'a plus de case. Il est bloqué par son propre pion, et la tour G8 joue un rôle idéal en contrôlant la case H8 et la case G7. Donc dès qu'on voit un roi qui manque autant d'air, il faut essayer de s'en prendre à lui, et pourquoi pas le mater. Et donc c'est ce qu'on peut essayer de faire avec tour FG2, qui menace un discret tour G7 mat. Oui, c'est ça, on joint l'utile à l'agréable. Ça protège la tour, on menace mat, et du coup on conserve aussi notre menace primaire qui était de prendre le fou. Donc là, on sent bien que les noirs vont être surchargés. Oui, donc là, il y a le feu à la maison, menace donc tour G7 mat, et on attaque le fou aussi. Si par exemple il jouait un coup comme H5 pour essayer de se donner une case de fuite, on pourrait au minimum capturer le fou, et avec une position gagnante immédiatement puisque c'est mat. Donc on peut penser à dame F6. G2, voilà, dame F6 protège tout le monde. Protège tout le monde, mais justement trop de monde en fait. Et tu l'as dit tout à l'heure, le mot-clé c'est la surcharge, et la dame ne peut pas surveiller en même temps la case G7 et le fou F5. Et là il suffit d'éloigner la dame de la case G7 en faisant fou prend F5 échec, et après dame prend F5. Maintenant la case G7 est disponible et on peut faire mat. Ok, donc dame D6 est réfuté. On aurait pu penser aussi au coup de dame H5, qui a le mérite de protéger un petit peu le fou. En tout cas, on essaie de faire quelque chose, mais on a l'impression qu'après tour G2, finalement, c'est un petit peu la même position.
les noirs ne vont pas pouvoir défendre à la fois leur fou et la menace de mat en G7, et l'échec sur H4 ne serait rien d'autre qu'un échec de consolation finalement, puisqu'on va cacher notre roi à l'aile dame et il ne va pas se passer grand chose. Donc tout ceci m'amène à te proposer un coup qui me semble quand même bien plus malin que les précédents, avec cette idée dame H4. Puisque je vois que tu souhaites utiliser ta tour F2 pour venir me mater, eh bien, en même temps que je sauve ma dame, je cherche à bloquer ta tour et t'empêcher de m'attaquer avec elle. Oui, c'est un bon réflexe, effectivement. Encore une fois, c'est comme ça que l'on doit raisonner, c'est-à-dire par élimination. On a tenté des coups de défense qui sont naturels, qui échouaient à chaque fois sur la même idée, à savoir le déplacement de la tour sur G2. Et donc, naturellement, essayer d'empêcher la tour de bouger vient à l'esprit. Alors, malheureusement pour les noirs, c'est insuffisant, à cause d'un coup assez spectaculaire et vraiment très très joli, qui profite un peu de la géométrie de la position et notamment de la pression que les pièces blanches exercent sur le fou F5, puisque le fou E4 tape, en tout cas par rayon X, sur le roi H7, et il y a le fou F5 qui essaye de s'interposer, et la tour F2 bien sûr tape sur ce fou en F5, qui est donc, je le répète, soumis à une grosse pression. Et là, le coup qu'il faut avoir trouvé, c'est le coup de tour G4. Très très joli coup. Donc on bouge la tour qui était attaquée par le roi H7, et en faisant tour G4, on attaque la dame, et en même temps, on attaque le fou en F5. Et bien sûr, si la dame capture la tour, on va faire fou prend F5 échec, et on ramasse la dame. Donc une belle géométrie sur case blanche. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment l'histoire du timing en fait. C'est-à-dire que si je veux prendre le fou, malheureusement je perds ma tour, mais si je sauve tranquillement ma tour, si je l'éloigne, eh bien les noirs auront le temps de sauver leur propre fou, en tout cas ils ne le perdront pas, ce sera seulement un échange. Donc c'est vraiment une histoire de timing. Ce qu'on veut, c'est sauver notre tour, mais ne pas laisser le temps à l'adversaire de sauver à son tour la pièce qui est attaquée. Et donc le seul moyen de créer une menace avec les blancs, c'est justement de sauver entre guillemets cette tour, mais en la donnant. C'est quand même assez paradoxal, et c'est vraiment un coup magnifique. Tour G4, on peut facilement passer à côté de ça dans une partie. Oui, complètement. Mais encore une fois, tu l'as dit, c'est important de faire des menaces, de toujours chercher à conserver l'initiative, surtout dans les positions qui sont aussi tendues, parce que ça peut vite tourner. Un coup un peu mou qui n'exerce pas de pression sur l'adversaire, et l'adversaire peut en profiter et à son tour commencer à nous poser des problèmes. Donc là, tour G4, c'est typiquement un coup qui recherche l'initiative. Alors bien sûr, c'est très très joli et pas forcément évident, mais c'est l'esprit qui est derrière ce coup qui est vraiment important. Ouais, tout à fait, très instructif. Et donc la partie, ça n'a pas été dame H4, ça a été le coup dame C7, et finalement ce qui fait ressembler cette partie à une étude, eh bien, c'est qu'on va avoir droit à ce qu'on appelle une variante miroir, si je ne dis pas trop de bêtises, dans le monde des études. C'est-à-dire qu'après dame C7, on a la même idée qui va se répéter sur une autre case, mais c'est quand même le même thème. Oui, exactement. La tour G8 est attaquée, donc on doit la bouger. C'est exactement le même principe, tu as raison de le signaler. Et donc il faut la retirer en faisant une menace. Donc la menace qui peut être faite, c'est sur la dame C7 en jouant le coup tour C8. Donc on voit évidemment que tout se passe sur case blanche, de façon à valoriser le fou en E4 et la pression sur le fou F5 qui est exercée par le fou et par la tour. Et donc après tour C8, encore une fois la tour n'est pas prenable, puisqu'après dame prend tour, on ferait fou prend F5 et on gagnerait la dame de manière analogue à celle qu'on a vue dans la variante précédente. Et dans la partie... j'allais dire Ravi, mais bon, ils sont deux à s'appeler Ravi, donc le joueur avec les noirs a joué dame G3, mais bon, ça perd évidemment la partie. Après, fou prend F5, échec, roi G7. Donc là, il s'agit juste de coordonner un peu les pièces et d'éviter l'échec perpétuel, puisque matériellement, on a une pièce de plus. Donc là, il a joué roi F1 qui décloue la tour et qui permet d'instaurer la menace tour G2. Et là, c'est complètement terminé. Il a joué quelques coups par inertie. Il a joué dame E3, tour G2, roi F6, tour F8, tour E2. Et terminé, voilà. La partie. Il aurait pu abandonner aussi, mais il était probablement sous le choc des coups
vraiment avec une précision chirurgicale trouvée par son adversaire. Tour G8 échec, puis tour C8 et la variante avec tour G4. Vraiment une tactique qui ressemble beaucoup à une étude, hein, je me répète, mais c'est avec de très belles géométries, des coups très surprenants. Donc voilà, on ne connaît pas ces joueurs, en tout cas, ils sont pas. Moi, je les connaissais pas avant qu'on tombe sur cette position, mais on peut souligner vraiment l'inventivité du joueur avec les blancs et ses capacités de calcul vraiment supérieures au commun des mortels, quoi, on va dire. Oui, tout à fait, oui, clairement. Ok, eh bien, merci Romu de nous avoir présenté cette tactique et Merci à toi. on espère que vous avez apprécié et voilà, que vous saurez saisir toute la beauté de cette tactique. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager à continuer notre travail, également à commenter pour nous dire si vous aviez trouvé la même chose ou pas. Si c'est le cas, bravo. N'hésitez pas également à partager auprès de vos amis qui souhaitent progresser le travail que l'on fait quotidiennement afin de faire grandir notre communauté et qu'on soit de plus en plus nombreux à travailler chaque jour, notamment sur la tactique, mais aussi sur les autres thèmes d'une partie d'échecs. On vous dit à très vite sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.